Jacques Osler, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir Jean-Louis. Alors, le 25 mai prochain, les Européens sont appelés aux urnes puisque nous allons élire un nouveau Parlement européen. Oui, Jean-Louis, ce sera le 8e Parlement européen, élu au suffrage universel direct depuis 1979. Il faut rappeler que ce Parlement, c'est le plus grand Parlement international démocratiquement élu au monde. C'est pas n'importe quoi. Et à cette occasion, on va voir que l'Union européenne illustre sa devise « unie dans la diversité ». Alors, avant de poursuivre, est-ce que vous pourriez nous expliquer les modalités de ce scrutin ? Eh bien, les 28 États membres de l'Union européenne vont élire leurs députés, mais pas le même jour. Ce sera le jeudi 22 pour le Royaume-Uni, le vendredi 23 pour l'Irlande, le samedi 24 pour Malte, et enfin le dimanche 25 pour la France et pour la majorité des autres États. Comment ça marche ? Alors, il s'agira d'un scrutin de liste proportionnel, donc un seul tour, sauf en Irlande. Les listes sont établies par les partis politiques nationaux, et en France, elles sont bloquées, donc sans interférence possible des électeurs. Elles sont totalement à la main des partis politiques. Et il faut franchir un seuil de 5% pour avoir des élus. Alors les circonscriptions peuvent être nationales, ce fut le cas de la France jusqu'en 2004, ou régionales. C'est le cas de la France depuis 2009. Alors la circonscription régionale rapproche les élus de leurs électeurs et aussi réduit l'émiettement de la représentation nationale. L'émiettement, en fait, affaiblit l'influence d'un pays à Strasbourg. Alors la France a été divisée en 8 circonscriptions. La nôtre, celle de l'Est, comprend donc l'Alsace, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté et la Lorraine. Nous élirons 9 députés, quand je dis nous, c'est notre circonscription, 9 députés sur une délégation nationale française de 72. Alors au final, Jacques Osler, comment va se composer ce Parlement ? Eh bien Jean-Louis, jusqu'à présent, l'effectif a été croissant au fur et à mesure des élargissements et nous atteignons le record de 766 députés avec l'entrée de la Croatie en 2013. Alors le traité de Lisbonne a estimé à juste titre qu'il fallait plafonner ces députés à 751 à partir des élections de 2014. Il faut voir maintenant la répartition par pays. Nous allons retrouver à cette occasion le problème de l'hétérogénéité des dimensions et des distorsions de représentation. En clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les populations de chaque pays sont représentées de façon dégressivement proportionnelle. Autrement dit, ce qui va signifier que les petits États seront surreprésentés par rapport aux grands. L'Allemagne aura 96 représentants, la France 74, l'Italie 73, là je balise le terrain, la Pologne 51, Belgique 21, Croatie 11, Chypre et Luxembourg 6. Et ça, ce sont les chiffres actuels. En d'autres termes, un député maltais représente 82 000 citoyens et un député allemand plus de 800 000. Ça va de 1 à 10, ce qui alimente bien sûr la contestation de la représentativité du Parlement européen, donc de son caractère démocratique. Et c'est un argument qu'a déjà utilisé la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Alors Jacques, il va falloir ensuite créer des groupes parlementaires. Oui, parce qu'effectivement, les députés ne siègent pas à Strasbourg par nationalité, mais par groupe politique. Et c'est important d'avoir un groupe politique nombreux parce que ça détermine l'influence du groupe pour l'attribution des postes. Alors ce sera le poste notamment de président de la Commission européenne, président du Parlement européen, président de commission parlementaire, et puis désignation des rapporteurs sur les rapports les plus déterminants. C'est aussi, l'influence s'exerce aussi sur le choix des orientations politiques. Un mot sur les groupes parlementaires actuels. Le plus important, c'est le Parti populaire européen, le PPE. 264 parlementaires qui réunissent les partis démocrates chrétiens, conservateurs et centre-droit. Soyons clairs, en France, c'est l'UMP qui adhère au PPE. Le deuxième en importance, c'est socialistes et démocrates, 185 parlementaires qui réunit, comme son nom l'indique, tous les socialistes et travaillistes du continent. Le troisième, ce sont les libéraux, plus précisément l'ADLE, Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, 85 parlementaires. C'est un groupe qui est résolument fédéraliste. Le quatrième en importance, ce sont les Verts. Les Verts,
l'Alliance libre européenne, 56 parlementaires. Donc les Verts ont notamment pour projet le droit des nations sans État et des régions d'Europe pouvant recourir à l'autodétermination. Ensuite, les conservateurs et réformistes européens, 54 parlementaires. C'est un groupe antifédéraliste qui regroupe les conservateurs britanniques, tchèques et polonais, donc parmi les plus durs en Europe. Enfin, la gauche unitaire européenne, 35 parlementaires. Bon, c'est le forum de tous les partis de gauche. L'Europe de la liberté et de la démocratie, c'est un groupe de souverainistes qui sont issus d'anciens groupes eurosceptiques et euroréalistes. Puis enfin des non-inscrits, 29, parmi lesquels on trouve les partis politiques nationaux d'extrême droite. Voilà les partis actuels que l'on trouve au Parlement européen. Alors j'ai parlé de l'influence qui dépendait du nombre de députés. Il faut savoir que cette influence peut être diminuée par la dispersion dans de nombreux groupes parlementaires, ce qui a longtemps été le cas de la France. Et cette influence peut être augmentée par le rayonnement individuel de nos représentants, s'ils ont une audience personnelle auprès de leurs collègues d'autres nations. Alors ça dépend des langues pratiquées, bien sûr, de l'expérience européenne, de leur disponibilité pour l'Europe et de leur motivation pour la fonction de député européen. Pour essayer de quantifier un peu ce qu'il en est des députés français, je vais vous indiquer les résultats d'une enquête récente qui porte sur les taux de renouvellement des mandats des Français et des autres Européens, sur le nombre de mandats concurrents dont ils disposent et sur le taux de démission pendant la durée du mandat. Alors, le nombre de mandats français. Les députés qui n'ont qu'un mandat, 61% en France, 41% en Allemagne, 31% au Royaume-Uni. Vérification inverse, 3 mandats et plus, 26% en France, 38% en Allemagne, 49% au Royaume-Uni. On voit bien qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, on renouvelle les mandats pour avoir des gens expérimentés. Les cumuls, les députés européens français, à 40%, bénéficient d'un autre mandat. Donc ils partagent leur temps entre les deux. Les Allemands, c'est seulement 22%. Et les Britanniques se concentrent davantage sur l'Europe, puisque c'est seulement 4%. Dernier point, les démissions en cours de mandat. Est-ce qu'on a d'autres tentations auxquelles on succombe ? Pour la France, oui, à 18%. Le Royaume-Uni, 6% seulement. Et l'Allemagne, 4%. Que nous disent tous ces tableaux, Jacques Osler, parce que c'est quand même des chiffres assez surprenants. Certains, d'ailleurs, observateurs du monde politique soulignent que très souvent, nos représentants français ne vont qu'au Parlement européen un petit peu à reculons, sorte de voie de garage avant de reprendre un éventuel mandat national. Je vous dirais, comme les hussards noirs de la Troisième République, peut mieux faire. Et on pourrait inviter les partis politiques, lorsqu'ils établissent la sélection des candidats, à faire attention aux motivations véritables. Alors, ce scrutin du 25 mai prochain, ce scrutin sera-t-il politisé ? Oui, Jean-Louis, il le sera davantage que le précédent. Parce que le Conseil européen doit, et là je cite, tenir compte des élections au Parlement européen et, après avoir procédé aux consultations appropriées, propose un candidat à la présidence de la Commission européenne au nouveau Parlement européen. Donc, le Parlement devrait cette fois-ci désigner, en tout cas élire, le président de la Commission européenne. Alors les partis politiques européens s'engouffrent dans cette opportunité, bien sûr. Ils désignent des candidats, au risque d'ailleurs d'un conflit avec le Conseil européen. Déjà, des champions sont pressentis, c'est Martin Schulz pour les socialistes, Guy Verhofstadt pour les libéraux, José Bové et Ska Keller pour les Verts, vraisemblablement pour le PPE, la lutte, la compétition continue, c'est plus une compétition qu'une lutte d'ailleurs, entre Barnier et Juncker. Mais déjà, dans la coulisse, Herman Van Rompuy s'entremet pour préparer un consensus entre le Parlement et le Conseil et éviter un conflit public. Vous voyez, malgré les risques de ce conflit, moi je suis partisan de cette politisation, parce qu'elle doit accroître le fonctionnement démocratique de l'Union européenne.
Ça doit accroître notre responsabilité d'électeurs et ça permet enfin d'esquisser un espace politique européen plus mobilisateur où les grands choix s'affrontent clairement. À la lumière de ces réflexions, il nous restera à faire la critique des listes cuisinées par les partis politiques nationaux et de faire la critique des programmes établis, espérons-le, en concertation avec les partis politiques européens. En conclusion de cette chronique consacrée ce soir aux prochaines élections européennes qui auront lieu, je le rappelle, le 25 mai prochain, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, Jean-Louis, je voudrais terminer en disant à tous ceux qui dénoncent le déficit démocratique de l'Union européenne que le déficit démocratique, c'est nous. C'est nous quand 60% d'entre nous s'abstiennent, ne laissant à leurs enfants qu'un passif, les dettes qui s'accumulent, sans actif en contrepartie, c'est-à-dire des institutions et une solidarité pour survivre dans la mondialisation. Le déficit démocratique, c'est nous encore, quand nous laissons nos partis politiques nationaux écarter des listes, des députés sortants qui ont démontré leurs compétences et leur engagement, qui ont fait le job, comme on dit aux États-Unis, au bénéfice de convertis de la 11e heure par opportunisme égoïste. Le déficit démocratique, enfin, c'est nous quand nous laissons des motivations politiciennes étroitement nationales l'emporter sur des motivations à la dimension des défis collectifs européens que nos élus auront à relever. Il ne suffit pas de dénoncer le déficit démocratique, c'est par notre comportement que nous pouvons le réduire. Donc, le 25, mobilisons-nous à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Jacques Oessler, un dernier mot. C'est une chronique que l'on peut réécouter sur un site dédié, Jacques. C'est toujours le même, mouvement-européen-lorraine.fr. Jacques Oessler, merci et on se retrouve dans 15 jours.